participative, personnalisée, plurielle et préventive à la fin. Donc, sans trop tarder, je donnerai la parole au docteur Saya. À vous la parole. Saya avec deux mots. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci au docteur Paul de nous réunir ici aujourd'hui sur un thème un peu plus important, très important. Et je suis honoré d'être là. Quand avant-hier j'ai vu le programme, je me suis mis à rire. Je dis mais il est où Paul? Il faut que je l'appelle. Parce qu'ils me mettent dans le même panel avec Guylaine Aladouani, avec qui nous avons traversé l'Afrique de long en large depuis plus de 30 ans que nous faisons la télémédecine, avec qui, je dis toujours, nous avons eu raison, mais trop tôt. Et c'était exactement ça. Aujourd'hui, à toutes les grandes conférences, quand on y va, qu'on voit des innovations y présentes, on se regarde, on rigole. Elle me dit, ça c'était quelle année? Et je dis, ça il y a 15 ans. Donc, pour dire, on a travaillé dans ce domaine parce qu'on y croyait déjà. Et votre thème, très important, vous les femmes. D'abord, ma soeur de la Boadé l'a dit et j'étais très content. Ne cherchez pas à être notre égal. D'abord, vous êtes un homme avec un grand H. Et nous, nous ne sommes que ça. Après, vous êtes une femme. Et en tant que femme, vous avez des choses que nous, on n'aura jamais. Et vous avez ce comportement et cette attitude de protection, de sécurité, que nous, on n'aura jamais. Nous, nous sommes des aventuriers. Donc, si vous devenez comme nous, on va se dire, mais moi, je n'ai pas besoin d'un autre copain, je veux une femme, je veux une maman, je veux une sœur. Donc, c'est pas l'égalité, mais l'équité. Parce que nous sommes tous des hommes, vous y compris. Et c'est là où il faut aller. Et non pas chercher coûte que coûte à faire l'égalité. Donc, vous avez quelque chose qu'on n'a pas et que nous, on n'aura pas. Et on doit s'appuyer sur vous. Parce que comme on le dit, elle n'a pas dit, mais nous, notre mot d'ordre tout le temps, on est plus d'intelligents dans plusieurs têtes. Et c'est toujours ça. Donc, la femme, effectivement, c'est vraiment le nœud du social, c'est-à-dire de la société. C'est elle qui coordonne, c'est elle qui réunit, c'est elle qui réconcilie. Et c'est pour ça que, comme l'a dit l'un d'entre nous, si les femmes étaient au pouvoir, il y a certaines guerres qui ne se feraient pas. Parce qu'elle dirait, Mandela l'a dit, si on veut la paix, on discute avec son ennemi. Et les femmes savent le faire. Alors, de cela à revenir à la santé. La santé, c'est sûrement un des domaines sociaux, humains, les plus complexes, les plus compliqués. On en arrive, on peut être le plus grand chirurgien, le plus grand professeur, mais on ne connaît rien du tout. Ce n'est pas une science exacte. Les mêmes personnes, comment se fait-il que les mêmes personnes, vivant au même endroit, mangeant la même chose, l'autre est malade et pas l'autre? Ce n'est pas une science exacte. Donc plus on avance dans la médecine, plus on est obligé d'être humble. Et plus on est obligé de chercher des moyens de se faire aider. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui n'étaient pas nés quand l'OMS a lancé le mot d'ordre de santé pour tous en l'an 2000, il y a 44 ans. Il y en a qui n'étaient pas nés et qui sont dans la salle. Et on devait avoir tous la santé en l'an 2000. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous étiez peut-être nés, mais bébés. Donc où nous en sommes aujourd'hui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le monde entier était d'accord. Ils ont développé des stratégies. Soins de santé primaire, ça c'était en 1979. Ensuite, Alma-Ata, initiative de Bamako, la création de districts. En fait, ils ont toujours eu une vision moléculaire de la santé. La vision de l'administrateur, la vision de l'économiste, la vision de l'épidémiologiste, sans considérer ça comme un système social multidirectionnel, multiprofessionnel. Et ils ont échoué. Aujourd'hui, pour prendre des exemples très banals, comment se fait-il que nous, avec tout ce que nous avons comme technologie, on ne voit pas venir le Covid? J'irai plus loin. Comment se fait-il que quand il y avait le tsunami, alors que les animaux, ces idiots, fuyaient parce qu'ils avaient senti ça, nous, on allait vers ça. On ne l'avait pas vu. Avec toutes nos technologies, toute notre intelligence. Les animaux qui sont morts, c'est ceux que nous avons tués parce qu'on les a attachés pour qu'ils ne puissent pas fuir. Mais nous, on allait en masse vers ça. Comment se fait-il? Et on veut construire une ville sur Mars. On ne peut même pas régler le problème sur Terre. Donc, ça veut dire qu'on a toujours eu une vision qui n'est pas la bonne. Et on continue d'avoir des visions moléculaires. Et Mandela encore, il disait, celui qui
travaille tout seul n'atteindra pas le résultat. Il ne pourra pas avoir le résultat qu'il souhaite. Et nous continuons de travailler tout seuls, certains d'entre nous estimant qu'eux, ils ont la vérité infuse. Et ce qu'ils disent, c'est ça. Nous sommes en santé, personne n'a la vérité. Elle n'existe pas. C'est quand on s'assoit tous ensemble, qu'on réfléchit, on ne trouvera même pas la vérité. Donc on conviendra du moyen et de la voie à suivre. C'est ça la médecine. Et c'est là où les technologies, quand ils sont arrivés, on s'est dit, ben voilà, quelque chose qui peut nous aider à réfléchir. Comme elle parlait d'intelligence artificielle, qui que je sois, quel que soit mon niveau, je ne suis qu'un homme avec une tête. C'est tout. Mais voilà que des machines qui peuvent faire plein de calculs pour nous sortir quelques informations sur la base desquelles, moi maintenant, je peux prendre une décision. Et pire, cette technologie qui arrive, elle a besoin de quoi? D'une tête, point. L'intelligence, et c'est la mieux répartie. C'est pas pour rien que vous dites les filles et les garçons en Afrique, les jeunes sont les plus performants. Parce que la fille, quand elle va dehors, elle est un peu plus ou moins réprimée par les garçons qui jouent au gros dos, mais quand elle est chez elle, elle code. Et derrière son clavier, elle code. Et quand elle code, elle sort des choses extraordinaires. Donc, c'est l'intelligence qui permet d'aller là. Et c'est là où il faut ne pas abandonner, il faut que nous prenions ça en charge et que les technologies soient utilisées. Parce que comme elle a dit, elle rapproche les hommes. Elle amène le médecin au chevet du malade. Et nous, ça fait, comme je dis, ça fait 20 ans, et moi, au niveau de l'Union africaine, depuis 2005, je suis le programme de télémédecine. Et depuis 2005, chaque fois, je dis, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, et ça marche pas après. Et je dis ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais politiquement, finalement, ça ne marche pas. Mais comme dit aussi Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est une... Donc, quels sont les problèmes qui se posent à la télémédecine en Afrique? C'est d'abord des problèmes politiques. Une vision politique. S'il n'y a pas cette vision, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a plein de solutions de télémédecine en Afrique, mais ça va être le prochain problème de santé publique. Parce que c'est fait sur la base du business. Moi, je vais envoyer des réfugiés là-bas et puis prendre de l'argent. Ça n'a aucune coordination, aucune réglementation, aucune norme. Et chacun le fait et ça ne parle pas entre eux. Moi, je ne suis pas un morceau d'organe, je suis moi. Et notre village, ce n'est pas un ensemble de piquets, c'est le village et notre société. Donc, on a des projets au niveau national. Donc, premièrement, programme politique, leadership, vision politique. Mais il faut qu'ils descendent aussi sur le terrain et qu'ils contrôlent. Deuxièmement, on a vu dans des pays où on a mis en place des solutions extraordinaires, mais qui ont échoué également. Pourquoi? Le problème de combat entre deux ministres du même gouvernement. Chacun voulait le leadership. Parce que politiquement, ça lui rapporte plus que l'autre. Et le problème a échoué. On descend à plusieurs niveaux. Il y a énormément, on a tellement vécu de situations. Et on est là, on fait ça. Et donc, quand on descend au niveau individuel, là maintenant je rentre dans mes collègues les médecins. Mais on n'écoute pas. Moi je suis médecin et je suis médecin, je suis chirurgien. Et je le reconnais, nous n'écoutons personne qui n'est pas médecin. Quand il s'agit de médecine. Mais la santé. Et le père mère et petit bébé. mais la médecine, ce n'est pas l'affaire que des médecins. La médecine, c'est l'affaire des femmes d'abord. Et c'est l'affaire de l'éducation. C'est l'affaire de toutes les branches de la société. Quand nous on estime que moi je suis un chirurgien, je suis un ingénieur, mais je fais le malin pour rien. Je n'ai rien du tout, je ne connais rien du tout. Qui a inventé l'homme? Où sont les pièces de rechange? On n'a pas ça. Deuxièmement, en tant que médecin et en tant que personnel de santé, on a un chèque en blanc. Mais ce chèque en blanc là, nous devons le craindre. Quand je dis chèque en blanc, c'est quoi? On est ici, moi je peux avoir mon cabinet dehors, au bord de la route. Le président passe, il a une rétention aiguë d'urine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dedans parce qu'il a vu le médecin. Et quand il rentre dedans, il se met sur la table, je dis déshabillez-vous, il se déshabille, je fouille, je fais ce que je veux. C'est un chèque en blanc. On doit avoir peur de ce pouvoir-là. Comment on a fait pour l'avoir ce pouvoir? On doit en avoir peur. Et on doit respecter justement cette personne qui est venue se mettre nue devant moi. Ou cette dame qui est venue se mettre nue devant moi. Et on doit avoir l'humilité de redescendre, de discuter avec lui, de comprendre ses problèmes et de savoir tout ce qui se passe. Et c'est ça que la technologie aussi nous permet. Je vais au Mali, parce qu'on crée plusieurs solutions. On s'est rendu compte que, par exemple, dans les médicaments,
Il y a énormément de faux médicaments. 700 000 morts par an en Afrique pour les faux médicaments du palu et de la tuberculose seulement. 700 000 par an morts. Et ce n'est pas que les faux médicaments. Il y a les faux réactifs. J'ai vu un cas, une dame, chez qui on a fait un prélèvement, amené au laboratoire, quand c'est ressorti, on me l'a envoyé pour cancer. En fait, elle était enceinte. Et c'était un cancer. Tout simplement parce que les réactifs du laboratoire sont faux. Donc ça va poser des faux diagnostics. Sur cette base, moi je vais prescrire un médicament que la personne va prendre qui va le blesser. Donc je suis allé au mari, je dis non, il faut qu'on réglisse ça. Je dis mais oui, tes solutions là, on veut dans les pharmacies. Je dis non. Premièrement, je veux rentrer dans vos médicaments. Ça fait maintenant 8 mois, alors qu'on a des solutions de pharmacie prêtes à être utilisées qu'on ne l'utilise pas pour nettoyer les médicaments. Comment se fait-il que le même médicament ait 3 noms différents dans une pharmacie? Que le même médicament, quand je sors, je vais chez l'autre, il a un nom différent. Comment je vais faire pour savoir que ce médicament-là, je ne dois pas le donner à une pharmacienne? Impossible. Donc, il y a un gros travail à faire. Et mes collègues, quand ils sont assis, j'ai attrapé un, je dis, mais écoute, vous faites de la télémédecine, dis-moi, dans ton système de télémédecine, est-ce qu'il y a une différence entre céphalée, maux de tête et migraine? Il me dit, de quoi je parle? Je dis, mais tu as une solution de télémédecine, tu dis. Tu fais une différence entre céphalée, maux de tête et migraine? Tu dis, ah non, lui, je ne sais pas. Je dis, eh bien voilà, donc tu vas faire des erreurs, tu vas commettre des gaffes. Donc, ou bien, c'est tellement simple, comment se fait-il que des femmes continuent de mourir en donnant la vie? Alors que, rien qu'avec une simple tablette que nous on a mis en place, je sais qu'elle ne pourra pas accoucher dans ce dispensaire. Une simple tablette, avec un capteur, on sait qu'elle ne pourra pas accoucher là. Donc on peut la garder dans son village, jusqu'à 8 mois, et au bout de 8 mois, on l'envoie là où elle peut accoucher. Plutôt que d'attendre que sa catastrophe, qu'elle soit en train de mourir, pour la mettre dans une charrette, elle meurt, elle et bébé sur la route. Il y a des choses très simples qu'on peut faire, qui existent et qui sont faisables, et que nous faisons. Et c'est en cela que ce qu'elle a dit est très important, les règles. Nous, quand on commence, on est limité. Il faut que des organismes comme vous, BOAD et autres, assistent, et dans les pays, assistent les pays à mettre en place ces règles-là, pour qu'on puisse avancer et parler tous de la même chose pour sauver des vies. L'objectif, c'est sauver des vies, protéger et amener la médecine auprès du patient. Comme on me presse d'arrêter et que Guylaine Aladjouanine a parlé beaucoup, je voulais juste compléter pour terminer que de toute façon, on n'a pas le choix. Les gouvernants n'ont pas le choix. Parce qu'un bon ministre de la Santé, s'il se ferme les yeux là-dessus, tous les jours la morphine rentre dans son pays, il ne saura pas comment. Sur Internet, tu commandes n'importe quelle morphine, n'importe quel médicament, ça rentre, il ne sait pas comment. Comment il peut dire qu'il maîtrise la santé publique dans son pays? Donc il est obligé de s'intéresser. Pire, combien d'enfants sont tués par les technologies? Dehors. Il y en a qui ont le casque sur la tête et puis le tram, bam. On avait compté, j'étais allé au Canada, ils étaient à 29 à l'espace de 6 mois. Donc, les autorités ne peuvent pas dire que ça ne les regarde pas. Donc, ils sont obligés de s'y intéresser. Troisièmement, nous-mêmes les professionnels, tout à l'heure, n'importe qui d'entre vous, il va chez son médecin, si jamais le médecin dit, ah, je crois que c'est une néphroblastome. Si elle sort là, le prochain médecin qu'elle va voir, elle connaît tout sur le néphroblastome. Elle a été sur Internet, elle a cherché tous les traitements, elle sait tout. Elle n'avait que ça à faire. Elle sait tout. Donc quand elle vient s'asseoir devant le médecin, que le médecin commence à parler, elle dit, lui là, il n'est pas clair, il ne connaît rien. Donc nous, médecins, on est obligés de disposer de la formation à l'endroit où nous travaillons. Et les technologies aussi nous permettent de le faire. De dire, attention, tu veux prescrire ça, elle est peut-être enceinte, elle a 22 ans, il vérifie si elle n'est pas enceinte ou pas. Ou bien, ah, attention, peut-être qu'elle est hyper tendue, ça c'est... Tout ça, on peut disposer ça en temps réel. Et c'est cela que les technologies nous aident. Une chose, ce n'est pas utiliser les technologies parce qu'elles sont puissantes, parce que ça c'est la dernière. Non. On l'utilise pour faire quoi? Quel est le problème qu'on veut régler? Et en fonction de ça, quelle est la meilleure technologie? On la prend, on la teste, ça marche, on avance. Si ça n'avance pas, on réajuste. Donc pour vous dire qu'on a beaucoup crapitaillé, on est à votre disposition à tout moment pour toutes les solutions que vous voulez. Merci. Merci. Si